Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. La passion de l'inquiétante étrangeté. Marie-Laure Diamond. Nous poursuivons à travers nos divers ouvrages et rencontres débats, la mise en rapport des champs psychanalytiques et anthropologiques permettant d'aborder la subjectivité et ses activités à travers les différents espaces, psychiques, sociaux, culturels et politiques. En considérant que les mutations et les changements sont le propre de l'histoire, nous nous intéressons plus particulièrement à la mise en action de la condition humaine à travers l'émotionnel, la sensorialité et le pulsionnel. Nous tentons ainsi de comprendre les rencontres avec autrui, mettant en mouvement nos plus fines perceptions sensorielles et inconscientes qui sous-tendent la subjectivité à l'épreuve. Ici, des disciplines telles que la psychanalyse, l'anthropologie, la philosophie, la littérature, la mathématique et ses algorithmes, et le politique. Pouvoir penser les espaces dans leurs interstices et leur modélisation, c'est tenter de comprendre les effets du social et de la culture sur la psyché singulière et la participation de l'individu à leur fabrication dans un monde complexe, transformé par la place donnée aujourd'hui aux algorithmes de la machine. Ceci engendrerait un véritable bouleversement anthropologique, qui produit le passage d'un monde du récit monothéiste à celui d'un monde numérique organisé autour du réel, et de la perception individuelle du monde en réseau. Ce nouveau monde, régi par la technologie et la communication, induirait les rapports entre l'individuel et le collectif à travers les perceptions sensorielles, l'illusion sensorielle, l'image et la magie de l'intuition. L'ensemble des échanges interhumains passerait alors par le flux d'informations, d'où sont extraites de nouvelles formes de connaissances dans l'interaction entre les humains et entre humains et environnement. Claude Lévi-Strauss considérait à l'époque notre société de consommation culturelle et son idéologie, à l'intérieur d'un processus fondé sur les perceptions. Aujourd'hui, par la voie de la technologie numérique, elle se fonderait aussi sur la primauté des sens, associée à un monde de l'hybridation, par exemple entre le naturel et l'artificiel. Par naturel, il faut entendre le biologique et les sciences cognitives. Quant à l'artificiel, c'est l'intelligence artificielle, celle des élaborations de procédures sous forme de programmes, le tout exécuté par des machines pouvant résoudre les divers problèmes qui s'offrent à elles. Cette intelligence au service des robots est nappée de nouvelles fictions. Elle déterminerait notre avenir et nous remplacerait dans notre travail ou tout simplement nous remplacerait. Notre monde est-il trop technologique et pas assez humain ? Allons-nous vers une cyber-société ? L'humanité sera-t-elle alors déshumanisée ? Et l'inconscient freudien aura-t-il encore une place à l'époque de la gouvernance algorithmique, d'un moi globalisé et de la digitalisation de l'être ? Ce monde du numérique, de l'algorithme et du réseau, bouleverse nos perceptions quand la réalité technologique nous en fait bien souvent percevoir un autre sens. Qu'en est-il de ce monde où nous pouvons devenir étrangers à la perception ? Que devient l'inquiétante étrangeté freudienne quand le calcul semble nous offrir, entre autres, une réponse qui se joue de l'altérité et du temps ? À l'aune de la globalisation et de la mondialisation, il est nécessaire d'interpeller l'inconnu et l'étranger en soi et hors de soi, non pas en l'expulsant, mais dans une libre circulation psychique, et comme le préconisait Freud de se voir comme étranger dans le regard de l'autre, et accepter d'être soi-même. La mondialisation qui s'accompagne actuellement de la globalisation capitaliste contraint les individus à des mutations psychologiques, politiques et sociales. Celles-ci engendrent bien souvent des sentiments de peur, de crainte et d'inquiétude. Ces mutations anthropologiques viennent saisir la subjectivité de l'individualité au plus profond de lui-même parfois, jusqu'à faire surgir l'intime comme un étranger. Crainte alors que le moi ne se dilue dans le monde, peur de ne pas être entendu, reconnu et aimé dans son être comme dans son lien à l'autre. Crainte d'autant plus grande de l'étranger, hors de soi, que ce sentiment est pris dans les raies du filet de notre société et ses atermoiements sans fin avec les phénomènes migratoires. Ces sentiments individuels et collectifs trouvent leur incarnation dans le migrant,
en faisant de lui le bouc émissaire de tous leurs maux. Il devient ainsi un révélateur des crises de nos démocraties occidentales. Or, la notion de crise doit être prise ici dans son sens métaphorique, qui contraint de penser l'écart entre un monde rationnel régi par la science, celle d'un savoir mathématico-physique, et un monde de la subjectivité qui échappe à toute connaissance homogène, à tout savoir définitif. La crise vient saisir chacun dans son fort intérieur au lieu même de sa division conscient-inconscient. Mieux encore, elle pénètre dans les strates les plus profondes de la psyché individuelle, celle de la radicalité absolue où les éléments d'information corps-environnement se complètent dans la sensation d'exister pour l'originaire. Cet ouvrage est le fruit de nos 2 rencontres-débats, l'une en 2016, Algorithme réel, symbolisation, et l'autre en 2017, L'inconnu, l'étranger, l'étrangéité. Elle se situe au cœur de notre recherche sur l'étranger comme pivot de la condition humaine, homme humain, homme déshumanisé. Ce qui nous amène aux confins du psychique, amour-haine, vie-mort et du biologique dans ce lieu même du fondement, celui de la sensibilité et de l'analogique, celui du tri dans sa force sélective. Lieu où l'enfant est un exilé, source inaccessible, source paradoxalement commune à tout être humain quelle que soit sa différence culturelle, linguistique. Pour Pierrat Olagnier, dès le début de la vie, l'activité psychique puise ses matériaux dans son propre espace somatique auquel le psychique emprunte les éléments hétérogènes présents. Cette première rencontre bouche-seins se produit chez l'enfant par une activité systémique, algorithmique. Celle-ci induit une représentation pictographique, système d'écriture idéographique, mettant en forme la dynamique pulsionnelle d'emprise et de satisfaction. Cette représentation imageante métabolise l'information et la rend homogène, représentation qui met donc en mouvement psyché corps s'auto-engendrant dans et par le trauma de la naissance. Se reflétant sur elle-même, la première hallucination fonde un état de coexistence soi-monde, indifférencié, unité vitale qui maintiendra son exigence tout au long de la vie. Psyché et monde se rencontrent et naissent ainsi l'un par l'autre à travers le corps qui n'est fait ici que de bouts de chair, pouvant se compléter en se confondant avec des éléments de l'environnement. Ce corps nécessite un médiateur, un interprète, porte-parole qui contribue à donner du sens par la dénomination des affects en sentiments, sens qui est aussi donné à l'inquiétante étrangeté par des limites, des frontières à un inconscient pour l'un et un passé refoulé pour l'autre. Dans ce contexte, nous avons choisi pour notre ouvrage un titre audacieux, Les algorithmes de l'étrangéité. Celui-ci pose aux sources du politique et de la culture, la genèse psychique énoncée par Freud. En d'autres termes, à côté des algorithmes de la machine et de ses processus de calcul les plus perfectionnés qui arriveraient soi-disant à nous connaître mieux que nous-mêmes, nous interrogeons les algorithmes du corps humain ouvrant sur la genèse de la condition humaine. Les algorithmes au sensible, figurés, signifiés. Dans le prolongement de Freud, les théoriciens de la sensorialité ont mis en lumière la transcription des algorithmes du corps humain en des mises en forme, des modélisations les plus primitives de la psyché, empruntant des métaphores corporelles et se déployant parfois jusqu'aux tentatives de formalisation mathématique et grammaticale. Ce monde global, auto-engendré, Marie-Laure Diamond, psychanalyste, le développe en entretenant une proximité avec la théorie de Pierrat Olagnier. Elle interroge ainsi le monde de l'informe, celui de l'invention des pictogrammes à travers l'expérience d'un groupe Jardin, médiateur auprès de patients psychotiques. Claude de la Genardière, psychanalyste, éclaire ce monde du sensible à travers l'œuvre de Bion et sa grille qu'il élabore dans un langage avec des mots qui ne sont pas chargés de la pénombre associative. Il emprunte pour ce faire des termes sans signification, fonction alpha et élément bêta, forme de variables mathématiques. Bion précise 2 logiques, celle mathématique, analogique, et celle psychanalytique, de la causalité par association libre dans la cure. La logique psychanalytique amène l'analysant dans le champ de l'expérience, où il a le sentiment de vivre son expérience émotionnelle. Jean Nadal, psychanalyste, fait référence à Freud avec le rêve, la voie royale menant à l'inconscient. Freud s'est préoccupé aussi de l'évolution de la pensée animiste, religieuse dans l'histoire de l'humanité, et de la place de la pensée scientifique. Ainsi le rêve représente-t-il la mise en forme entre autres de l'algorithme du secret. Si le secret ne peut se traduire, il s'enferme alors dans la crypte. Selon Pierrat Olagnier, les pictogrammes assurent la continuité corps-psyché,
mais nous pouvons aussi faire appel aux signifiants formels et énigmatiques, signifiants de démarcation. Pour les Freudiens, la vibration au cœur de la psyché évoque le moment originel de la vie, ce mouvement qui précède et suit l'existence. Quant au corps étranger, il inaugure la division du sujet. Tous ces signifiants constituent un socle métaphorique à la subjectivité. Aussi portons-nous un vif intérêt à d'autres mises en forme conceptuelles du monde de l'originaire, telles que Jacob Rogozinski, philosophe, les précise avec l'étrangèreté adossée à la phénoménologie de Husserl et l'ego cogito, qui dans sa pure abstraction sans reste, a mis hors de soi tout rapport au monde. C'est le champ de l'immanence, celui de la réduction. Qu'advient-il du restant de la chair, ce qui résiste à ce moi que je suis? Ce restant est au fond le premier étranger à l'intérieur de moi-même, une part de moi-même que je reconnais chez l'autre. Est-il alors ce point en jouissance dont l'étrangèreté rompt la similitude avec le corps de l'autre et instaure l'intersubjectivité? Qu'advient-il alors de l'autre? Quelle fonction les schèmes auront-ils quand ils permettent de dépasser l'absurde du dualisme psychologique de l'individuel et du social? Alexis Nousselovici, professeur de littérature comparée, introduit le concept d'exilience, noyau de l'exil en soi, absence d'un monde, qui façonne l'intériorité et représente l'expérience du commun en chacun, celle d'une mobilité sous contrainte. Ces concepts sont précieux pour nommer l'originaire, l'éminemment singulier, qui se différencie de l'origine référée au parental. Qu'en est-il alors de l'étrangéité? Cet irrationnel absolu où le dedans et le dehors sont confondus. Pour les linguistes, il est au cœur de la langue maternelle, car le natif et le non-natif sont inséparables. Il s'agit ici de l'éminemment singulier du sujet, qui vient stipuler la force de soi et de l'autre dont il ne peut se séparer. Toutefois, il y a toujours une part d'intraduisible en soi. Selon Pierrat Olagnier, le processus originaire est asocial, car la psyché est indifférenciée du monde extérieur. Néanmoins le déjà là socialisé s'amarre sur l'originaire auto-engendré, le heurte, violence inouïe, peur d'anéantissement. Alors, l'écart entre l'un et l'autre se produit par la violence de l'interprétation et la fantasmatisation obligée, qu'impose le porte-parole à l'enfant dès sa naissance par le langage, la culture. La violence de la séparation entre l'inconnu au contour flou et l'étranger porte l'hybridité, le dedans et le dehors. Cette séparation fonde le passage de l'un, l'auto-engendré, à l'altérité, à la racine du soi-monde. Ce monde n'est pas uniquement celui de l'environnement, du groupe, de la famille, mais il est aussi un monde du social. Aujourd'hui le monde social est celui de la technique du flux des informations, moteur de l'histoire, loin du déterminisme. Ainsi Cornelius Castoriadis nous fait-il appréhender une autre voie de compréhension du social. Les affects y sont soulevés par l'hétérogénéité de l'imaginaire social et les processus de l'imaginaire radical, création incessante et indéterminée. Individualisation et civilisation s'affirment par le produit constant de différenciation, d'altération et d'unification dans un réseau infini, qu'il nomme le flux ininterrompu. Ceci nécessite pour le sujet la reconnaissance d'affects qui parcourent le monde extérieur avec lequel il n'est pas toujours en phase, monde trop étranger à sa propre perception. L'affect éprouvé alors peut indiquer l'échec d'une co-création entre le soi et le monde, et susciter chez lui violence et rage faisant surgir parfois ce qu'en son temps l'enfant a éprouvé, allant jusqu'à vomir le monde. Écart algorithmique, l'inconnu, l'étranger, l'exilé. Dans notre ouvrage d'autres formes conceptuelles vont éclairer ces strates profondes de la psyché qui rencontrent le monde où se meut, et d'où surgit cette absolue radicalité de jonction de l'individualité et de la culture, de l'autre. La radicalité de l'altérité fait appel aux espaces fluides dans un monde fait de complexité, aux prises avec l'incertitude. Pour les psychanalystes, le monde du lien, de la coexistence, les effets de présence sont dus à l'altérité, au décalé avec l'étrangéité, l'irréductible de chacun. Les individualités font ensemble du commun. Néanmoins, on devient sujet de son propre monde intérieur au cours d'un dialogue impossible avec l'inconscient de chacun qui occupe la place d'un autre pour toujours doté d'une qualité d'étrangéité. Qu'advient-il de ce dialogue dans l'accueil du migrant, de l'étranger? Alexis Nousselovici nous amène à comprendre ce dialogue qui peut apparaître dans des espaces fluides bien souvent empreints de dispersion, brouillant les contours, floutant le contenu dans le présent.
Cependant, entre un sujet et un autre, un état de curiosité peut se créer au fur et à mesure par les productions psychiques conscientes et inconscientes. Ainsi l'identité se fait-elle par écart, car le sujet est toujours en évolution, écart ouvrant sur un espace de l'entre-deux, celui du champ de l'expérience singulière. Il s'agit pour le sujet de pouvoir reconquérir ainsi une intimité, par exemple, en passant de la dénomination du migrant à celle d'exilé, reconnaissance de son intériorité dans le lien social. Il n'est plus le migrant qui a parcouru des pays, mais l'exilé percevant ses traumatismes. Comme le précise Olivier Douville, psychanalyste et anthropologue, aujourd'hui la guerre s'est déplacée en dehors de nos frontières et ce sont les migrants qui nous le rappellent. Ils viennent aussi nous rappeler de façon métaphorique nos propres guerres dans le social afin que l'immigration ne soit pas réduite à des statistiques, à des quotas aux limites du faisable et du calculable. Guerre contre le poétique du sujet humain et les capacités des langages métaphoriques. Toutefois, l'algorithme humain, tel celui qui est à la source d'un fétiche, morceau de tissu issu d'un gilet de sauvetage par exemple, mais objet quand même et qui pour le migrant condense les substances du corps propre et du corps de l'autre. C'est dans le cadre du transfert, du soin psychique, que nous pouvons saisir ce processus sur une autre scène, celle de la cure analytique et de ses moments de régression narcissique. Il s'agit alors d'avancer par l'association libre et à travers le transfert, en décomposant les différentes figures de l'étranger sans qu'il soit uniquement perçu comme parasite et trouver ainsi en soi un étranger capable de métamorphose. Ces diverses mises en forme et ces métaphores vives nécessitent la reconnaissance et le façonnage du biologique dans un système relationnel. La sortie d'un monde intérieur-extérieur, du ventre maternel, deviendrait ainsi le prototype de l'exil et aujourd'hui celui d'une humanité clivée de ses origines. Si notre corps est algorithmique en traitant des données infinies, en s'adaptant à l'environnement, néanmoins nous ne sommes pas que des algorithmes. Michel Brouta, psychiatre, psychanalyste, invite à penser que dès la vie intra-utérine, le fœtus approche les premiers objets symboliques. Plus tard le corps, l'image, le langage en définiront le sens par les médiations successives qui mettent en travail la pensée par la mémoire culturelle et l'intelligence sensible. La structuration de la psyché individuelle se fait par l'accès à la fonction symbolique, par la mise en sens et la mise en forme du réel permettant à l'individuel de passer à des valeurs universelles. À l'aune de la mathématique, les symbolisations psychiques et sociales. Les symboles sont présents dans la vie intra-utérine et seront donc les précurseurs d'un proto-langage, agent de la symbolisation. Pour Maurice Godelier, anthropologue, symboliser c'est produire des signes qui en tant que signifiants font sens et de là des symboles. L'être humain n'est jamais à l'origine de lui-même, ce qui requiert des conditions ou des préconditions qui font que l'être humain ne peut développer ses possibilités qu'en société. Il naît dans un monde symbolique et dès sa naissance, il est, à la fois et de part en part, biologique, social et culturel. La fonction symbolique est a priori inscrite génétiquement dans son psychisme et son corps tout entier. Au cœur de la fonction symbolique, il y a le langage puisque les mots sont des symboles, et en désignant ce qui n'est pas eux, ils ont aussi leur corrélat d'imaginer. Si les symboles diffèrent dans leur contenu et dans leur rôle, en témoignent la mathématique, l'art et la religion, rien dans ces symboles en mathématiques ne laisse place à la subjectivité du mathématicien, nul équivoque, ni jeu de langage, ni herméneutique. Entre tous les mathématiciens s'établit une langue artificielle dans un rapport d'échange réciproque et transparent. Par son caractère idéal, cette langue est pure objectivité, faite aussi de signifiants qui influencent les langues de notre vie, néanmoins le signifié est donné par l'homme. Cette anthropologie suppose des processus cognitifs mettant en œuvre avec le symbolique, une activité créatrice imaginée et imaginaire. Elle offre ainsi une spatialité pour penser la question de l'étranger. Elle met en interaction les registres imaginaires, réels, symboliques. Cette anthropologie se différencie de l'anthropologie du structuralisme et du symbolisme de Claude Lévi-Strauss qui sépare ces registres. Ainsi, Albert Ledors, psychiatre, psychanalyste, met-il en perspective les différents courants de pensée et les rapports que l'anthropologie et la psychanalyse ont entretenus avec les mathématiques en tant qu'os du langage et de la vérité. Lévi-Strauss, dès 1949, avec le structuralisme, propose une théorie des structures de groupes de permutations avec une approche empruntée à la linguistique, un recours aux mathématiques influencé par la cybernétique. Dès 1960,
la psychanalyse avec Jacques Lacan voulut s'émanciper d'un biologique, en faisant allégeance au structuralisme et à la linguistique. Il s'intéresse alors à l'idéal mathématique. Lacan apporte une théorisation sur un mode de construction très voisin des mathématiques, dans ses rapports à l'expérience et à ses objets. Il définit alors le mathème comme un modèle de langage allant jusqu'à la pureté de l'algorithme de la machine, arrachant ainsi le savoir à l'ineffable, au monstrueux de l'humain. De son côté, Noam Chomsky, linguiste, conteste le structuralisme et inscrit la langue dans une théorie grammaticale générative et transformatrice, une connaissance innée grammaticale, syntaxique, commune à tous les langages humains. Il a joué un rôle crucial dans le cognitivisme, où le support biologique serait inné, ce qui permet d'envisager une autre formalisation de la langue que celle de la mathématique. Néanmoins, cette formalisation reste une approche mentaliste et la langue est autonome indépendante du sens, faite plus pour penser que pour communiquer. Le cognitivisme incite l'homme à se dépasser. Il y aurait donc un sujet cérébral optimisé et un sujet parlant, celui de la psychanalyse, confronté à ses manques et à ses limites. Cependant, comme nous l'avons vu précédemment, la psychanalyse échappe à la conformité par une réflexion sur le non-verbal, le corps, l'affect et son poids passionnel, le sens, le désir. Quel sort réserverions-nous alors à l'étranger, ferment de notre vie psychique ? La tentation de l'abstraction, du pur, nous ferait nous rapprocher de l'incorruptible de la machine. Est-ce un déni du mal à l'intérieur de l'homme ? Son impensé est redoutable et peut surgir de façon inopinée, en prenant pour objet de haine l'étranger incarné quand la société elle-même l'exclut. Aujourd'hui, les algorithmes de la machine s'allieraient-ils à nos propres algorithmes ? Nous contraindraient-ils à renoncer à la chair ? Y serions-nous prêts ? Pouvons-nous accepter d'être définis dans un monde qui change et nous amène à changer en permanence ? Par la voie scientifique, Yvan Lavallée, professeur d'informatique, nous invite à une anthropologie de l'histoire des algorithmes à travers les civilisations. Il nous permet de constater que les algorithmes nous ont accompagnés de tout temps. Toutefois, ils auraient pris leur essor avec le numérique et sont à l'origine de transformations radicales dans nos modes de vie. La cyber-révolution bouleverserait l'organisation de la société par un système technoscientifique, où tous les éléments seraient intimement liés. Comment les hommes s'empareront-ils de ces possibilités ? À qui cela profitera-t-il, et dans quel intérêt ? Cependant, les algorithmes ne sont pas uniquement économiques ou prédictifs et n'ont pas pour unique vocation de chiffrer le monde. Il y a aussi les algorithmes naturels qui se pensent à travers le monde du sensible et de l'entraide entre l'homme et l'animal. Ce dernier inspire l'homme dans ses capacités adaptatives. Il ne s'agit donc pas ici d'un monde de l'expertise, mais d'un monde de l'idée de s'inspirer de ce qui a déjà été fait, tout en sachant que malgré cette bio-inspiration, l'homme ne pourra jamais égaler la nature. Toutefois, l'hybridation fait que la machine devient un partenaire pour l'homme. Machine à laquelle nous lui attribuons des volontés et des émotions, en d'autres termes, un système intentionnel. Or la machine est un assemblage de dispositifs qui calculent très vite, mais elle ne peut construire de nouvelles catégories, pas plus qu'imaginer. Les algorithmes de la machine ou plus précisément ceux des robots pourront-ils rendre transparent ce noyau de l'étrangéité ? En d'autres termes, la machine nous rendrait-elle transparents à nous-mêmes ? Les effets des algorithmes de la machine, l'étranger en résistance ? Le monde numérique aurait aussi transformé notre monde du travail, les effets de cadence, de rythme, d'individuation, etc. Marie Peset, docteur en psychologie, psychanalyste, nous fait saisir ce vécu quotidien des individus, des ouvriers, des cadres, qui seraient pris dans les procédures et dans ce que les individus en feraient. Par le biais des technologies numériques, les mêmes méthodes de travail de management seraient appliquées à tous les métiers. Les corps au travail seraient évalués par une grammaire chiffrée. Que fait-on de la vulnérabilité du corps humain ? Dans le travail, l'intelligence du corps est aussi mobilisée. La mémoire, les informations, les sensations et les perceptions. Au corps biologique s'ajoute un corps expressif qui accompagne la parole et lui donne chair, car le corps machine n'existe pas. Le numérique envahit ainsi le territoire du travail des hommes et des femmes et l'aliénation se fait jour quand le travail se retourne contre l'homme, quand le perçu et le senti sont pris dans les excès algorithmiques du management,
quand l'équation mathématique devient un outil intellectuel et que les nouvelles formes de décision du travail économique s'inscrivent dans la gouvernementalité algorithmique. Peut-on modéliser l'inconscient ? Les excès de l'algorithme pourraient-ils abolir la part irréductible de l'autre en soi, celle qui permet de rencontrer l'inconnu, l'étranger ? Ces hommes et ces femmes se sentent étrangers dans leur propre travail. Comment sortir de l'enfermement, de la soumission à l'algorithme ? Alors il s'avère nécessaire de creuser l'inconnu pour trouver de nouveaux modes de co-création, d'appartenance, en faisant vivre sa sensorialité, son imagination qui ne se laisse pas réduire à la situation présente. Résister par le dialogue social qui fait appel aux politiques afin que chacun retrouve un habitat, un ancrage commun. Cette question de l'appartenance fait écho au tragique de l'Afrique du Sud qui a connu l'apartheid, puis la période post-apartheid, mue par un processus de démocratie et par la mondialisation. Annie Benveniste, anthropologue, nous fait approcher ce processus qui a réorganisé les appartenances de classe, passant d'un système de hiérarchisation à un autre, tout en répétant l'ancien modèle, en l'inversant, domination par l'élite noire et racisme blanc. Recatégorisation ethnique et ses ratés de la transmission auprès d'une population à Soweto, qui forment les laissés-pour-compte de la mondialisation. La question du déni du passé s'est posée avec pour corollaire l'abattement dépressif très présent chez les habitants, au regard d'un véritable changement. Ainsi la violence raciale du passé s'est-elle transformée en violence sociale. À vouloir mettre l'étranger hors de soi, ne devient-on pas étranger à soi-même ? Le sentiment d'exil intérieur est une métaphore, une idée paradoxale, celle d'un sujet placé entre un pays étranger situé en dedans de soi et un pays étranger extérieur. Ce sentiment d'étrangeté est partagé par les jeunes et les plus anciens, qui ont connu l'apartheid. Comment trouver un lieu à soi protégé de la violence, de l'arbitraire et de la corruption ? La passion d'un ailleurs perdu où tout était défini émerge au prix d'un exil de l'espace et du temps présent. Les jeunes trouvent dans la violence un mode d'existence car dans cette nouvelle société les repères limites, le permis et le défendu, le possible et l'impossible, le licite et l'illicite se seraient perdus comme garants du social. S'ils se sont perdus dans la vie courante par manque d'explicitation de la transmission, du don, de la réciprocité, ces repères restent néanmoins les ferments de la condition humaine. Et pour le migrant qui a laissé ses propres repères dans son pays, quels repères les sociétés européennes lui proposent-elles ? Nous savons que certaines conditions de leur accueil n'arrivent pas à garantir les repères limites mettant à mal les liens d'appartenance. Ceci a pour conséquence le désaccordage entre l'intérieur et l'extérieur du psychisme, car la perte des repères sociaux, culturels, historiques, entraîne un déséquilibre profond, voire une crise structurelle. Dans ce monde du flux, l'autre auquel nous ne cessons de nous référer, que devient-il ? L'autre, précise Georges Zimra, psychiatre, psychanalyste, c'est l'altérité radicale par laquelle nous tenons l'identité et l'altérité qui ne cessent de se confronter. Il transcende l'altérité de l'imaginaire par le langage, la loi et s'inscrit dans l'ordre symbolique. Alors l'étranger est celui-là même qui a subi une altération culturelle, la reconnaît et elle continue à faire partie de lui, entame qui le divise, le décale, le décentre au regard de lui-même et lui fait reconnaître l'entame de l'autre dans le langage. La révolution cybernétique a promu l'individualisme et n'arrive pas à se départir de ses ambiguïtés. Or ce qui caractérise notre modernité, c'est la séparation culturelle de l'Église et de l'État, comme la séparation ontologique de soi d'avec soi, éloignement donc de soi et de l'origine. Nécessité princeps de se départir du un, des amalgames et des instrumentalisations de la religion sinon la confusion éclate et le nom propre risque de se hisser au nom de l'autre. S'ils deviennent indistincts, allant jusqu'à une forclusion de l'altérité, alors l'étranger est haï. Il n'y a plus de division du sujet notamment entre énoncé et énonciation, ce qui est la caractéristique du fanatisme. L'Odyssée de l'étranger. Nous laissons à l'art le soin de conclure notre ouvrage. Par sa capacité de penser, de rêver qui n'est pas que symbolique, l'art ouvre le chemin du sensible, de l'émotion, de l'imaginaire. Jean Nadal revisite l'ouvrage L'étranger d'Albert Camus à partir de la notion de la maladie du deuil, celui de la mère non effectuée. Camus qui lui-même se considérait davantage comme un artiste que comme un écrivain, cherchait l'équilibre pour écrire entre ce que je suis et ce que je dis, pour bâtir l'œuvre dont il rêvait.
Approcher la vérité du dire et du faire à travers les sensations, les sentiments, Meursault se vit lui, comme un étranger à la société lors de la mort de sa mère. Être vrai, ne pas mentir jusqu'à laisser apparaître l'écrasement de ses émotions, ne rien éprouver comme sentiment et le rendre visible à une société. Le deuil de la mère, formaté par la binarité de l'algorithme coupable-non coupable, s'avère non transformable. Quant à l'ami de Camus, l'artiste Galiero, il exprimera par sa peinture le débordement émotionnel, l'amour et la sublimation qui vont l'aider à affronter autrement la mère morte. Cypris Scofides, écrivaine, par une écriture romancée, témoigne du migrant et dénoue l'énigme de l'étranger. L'auteur nous dévoile en cela la métaphore de l'arrachement au corps maternel, la déchirure d'avoir à tout quitter en partant vers l'inconnu, en se délestant du passé. L'étranger en soi et hors de soi déconstruit une représentation du monde pour en proposer une nouvelle, sensible, reflet de l'autre, peut-être un peu brouillée, qui bouscule les formes binaires. Nécessité donc de prendre en compte cette nouvelle représentation en lui donnant une portée universalisante, celle d'être avec en inventant ainsi d'autres modalités de penser le monde. Serons-nous suffisamment vigilants et forts pour ne pas nous contenter du monde binaire des algorithmes ? Sommes-nous prêts à changer notre regard pour trouver dans l'exilé une intériorité et une altérité, stimulant une humanité critique et imaginative ? Bibliographie. Olagniépé 1975, La violence de l'interprétation. Paris, PUF. Cardondé 2015, À quoi rêvent les algorithmes. Paris, Coll. La République des idées, Le Seuil. Castoriadis C. 1975, L'institution imaginaire de la société. Paris, Le Seuil. Franca 2011, Empathie et barbarie dans l'histoire, une psychanalyse et empathie, collectif, les rencontres débats du CIPA. Paris, L'Harmattan. Puget-J, Penser la subjectivité sociale, Psychothérapie 2004 car vol 24. Deloli, 10.3917 Psy 04401 83, éditeur Médecine et Hygiène. Revaux d'Allon Monsieur 2016, La crise sans fin. Paris, Le Seuil. Schneider Monsieur 1996, À l'origine de la psychanalyse, l'étranger, filigrane numéro 5. http://benour.teluc.uquebec.ca/spip/filigrane/spip.php. Article 5. Vernet A 2014, Le monde des hommes sensés. https://www.plumedujoa.com/le-monde-des-hommes-sens. Les algorithmes sensibles, figurés, signifiés. Du jardin au divan. Marie-Laure Daimon. Devant l'essor des sciences, provoquant des tensions avec la religion, il a été reproché à Freud, homme de son temps, de répandre l'athéisme et le matérialisme. Bien que tenté par l'idée évolutionniste, il a déployé autrement sa pensée en partant de l'affect pour aboutir à la pulsion qui devient la conception centrale de la psychanalyse. Il définit alors les fondements d'une théorisation de l'archaïque dans la vie psychique, à partir des processus précoces de la psyché et les traces des expériences primitives dans son fonctionnement. Puis dans L'homme Moïse et la religion monothéiste, Freud évoque le passage de la mère au père par lequel il caractérise la vie de l'esprit, comme progrès de la civilisation. La psychanalyse vit dans la société, bien que sa posture relative à l'intrapsychique soit impossible, car cet intrapsychique se nourrit du social qui lui-même s'alimente des représentations conscientes et inconscientes de l'ensemble. Aujourd'hui l'homme vit dans l'ici et maintenant, il est impliqué et confronté à la production technique et à l'explosion scientifique dont la caractéristique est celle du domaine réflexif. L'innovation supplante la création dans un monde du big data, qui se voudrait infini et qui est plutôt sans limite. La religion cède la place aux sciences dans l'approche de l'invisible. Quant aux médias digitaux, ils opèrent un rapprochement des uns aux autres, rapprochement qui fait perdre à l'individu sa distanciabilité, c'est-à-dire sa capacité de faire l'expérience de l'autre à l'aune de l'altérité, comme le précise Byung-Chul Han. Nous avons à prendre en compte un monde de l'émergence et de l'auto-engendrement des algorithmes, ceux de l'humain et ceux produits par la machine. Avec cet univers digital,
les médias se sont fascinés pour l'intelligence artificielle et les algorithmes de la machine qui ne peut percevoir encore la charge affective et le degré d'enracinement d'un énoncé dans le réseau mnésique de son interlocuteur. Ainsi, certains chercheurs ont-ils convoqué la psychanalyse, la sociologie, l'anthropologie et d'autres la psychanalyse comme Paul Jorion, anthropologue et économiste. Ce dernier tente alors de rapprocher les modélisations de la psyché humaine et celles de la machine. Il s'agit de construire une intelligence artificielle qui doit faire effet, c'est-à-dire imiter en ses effets l'intelligence humaine. Pour ce faire, il emprunte la théorie freudienne de l'affect en référence à l'esquisse puis aux théories de Lacan et de Melanie Klein. Ce qui est visé par la convocation de la psychanalyse dans le monde de l'intelligence artificielle, c'est l'ouverture de systèmes intelligents à l'auto-organisation et à l'apprentissage en fonction du couple affect-mémoire. C'est faire en sorte que ces systèmes possèdent une personnalité et une biographie adaptée à une situation où le modèle biologico-génétique est sous-tendu par l'information. Le numérique comme l'intelligence artificielle sont venus bouleverser notre appréhension du monde et modifier sans que nous en ayons conscience nos perceptions et sensations comme notre pensée. Dans ce contexte, pouvons-nous encore penser notre singularité à partir de nos sensations-perceptions ? Ou bien seront-elles captées par ces nouvelles technologies, nous laissant sans grand désir d'avoir à en penser le sens par nous-mêmes ? À ceci s'ajoutent les phénomènes de la société de consommation, et la référence à Lévi-Strauss qui ouvre sur des formes de lutte spécifiques de notre époque. Celui-ci considérait la société de consommation, dont l'idéologie se situe au cœur d'un processus fondé sur les perceptions, comme culturelle de part en part. La fragmentation de ces perceptions fait appel au mimétisme collectif, à tout ce qu'il y a de plus élémentaire en l'être. Le risque serait que la représentation du hors-soi vienne remémorer la difficulté existentielle, voire l'impossibilité chez l'humain de se décoller du mimétisme avec le corps maternel. La représentation du hors-soi nécessite que dans les strates les plus profondes de la psyché singulière, s'accomplisse la reconstruction de ses propres perceptions et significations par le plaisir et le déplaisir, étayés sur le porte-parole qui donne du sens. Avoir une intériorité. Le monde intérieur des individualités est fait, entre autres, de perceptions, de signes-particules se mettant en réseau, en connexion, disait Deleuze. Or ce monde renvoie aussi à l'effervescence et à l'excitation, qui sont devenus un trait caractéristique actuel de l'expression de la singularité du sujet dans le collectif. L'individuation impose au sujet d'avoir une intériorité et de se positionner en tant que sujet réflexif de lui-même. Mais sa vulnérabilité, force et faiblesse, lui fait éprouver toujours plus de difficultés à vivre son individuation. Dans le prolongement de la théorie freudienne, les psychanalystes contemporains se sont intéressés au processus primaire de symbolisation. Ils ont introduit des concepts spécifiques aux premières expériences de la vie psychique en développant l'étude freudienne de la représentation de choses et de la représentation de mots à travers les traces perceptives de représentation. Ces théoriciens de l'archaïque ont développé les signifiants formels, ceux de démarcation et les pictogrammes dans leur double dimension organisatrice et structurante dans la vie psychique et ce, tout au long de la vie. Ils ont différencié la question de l'originaire de celle de l'origine, et ceci à partir de modélisations qui sont le produit d'abord de l'éminemment singulier. Cette question sera développée ultérieurement. La clinique des états limites, celle des agirs et celle de la psychose, vient témoigner de la souffrance du sujet d'avoir à construire et à reconstruire son intériorité. Ceci, en s'appropriant sa propre sensorialité, à partir d'un partage de sensations corporelles en lien avec la réminiscence de l'objet primaire. Selon Albert Ciccone, cette interaction primitive est toujours à l'œuvre dans la vie de chacun et il la nomme « la part bébé de soi ». Le processus de symbolisation est abordé ici à partir de ses formes primaires et de celles des algorithmes. Graphes, modélisation, symboles ainsi que la notion d'intermédiaire, très présente tout au long de l'œuvre de Freud. Les modalités d'accès à la symbolisation dans la psychose seront envisagées à travers le médiateur, passeur entre la réalité interne du sujet et la réalité externe, l'environnement. Le médiateur permet la symbolisation en tant que processus inhérent à la culture. Il s'agit de mettre ensemble ce qui était dispersé dans un monde fait de particules énergisantes. En d'autres termes,
c'est faire cohabiter deux termes opposés qui correspondent structurellement à deux moments, celui de la dispersion et celui de son contraire. Ces deux moments s'assemblent pour qu'un jeu, par la mise en forme de ces éléments, leur mise en image et le processus langagier, puisse penser et vivre avec d'autres jeux dans le social. Chacun expérimente le réel dont la rencontre est nourrie par la sensorialité et l'imaginaire. La symbolisation circule ainsi entre les jeux, celle d'une réalité partageable et partagée. Symbolisation et médiation dans le collectif. Parler de la symbolisation, c'est d'abord parler de l'enveloppe psychique, matrice ontologique et anthropologique qui rassemble les contraires. Telles deux psychés hétérogènes, celle de l'enfant et celle de la mère, quand psyché et monde se rencontrent à travers les corps pour vivre ensemble l'aventure humaine et sociale. Référence est donc faite à la métapsychologie de Pierrat Aulagnier qui sera ici le fil rouge théorique. La médiation dans la clinique a constitué un axe majeur et le contrat narcissique présuppose deux identités différentes, ontologiques et sociales, qui à travers les appartenances, désignent ce qui est au fondement de tout possible rapport sujet-société, individu ensemble, discours singulier référent culturel. En d'autres termes, d'un côté, la psyché emprunte au corps des modèles sensoriels pour s'auto-représenter et de l'autre, la psyché a besoin de l'institution sociale pour trouver du sens effectif, diurne, nécessaire à son existence. Par exemple, dans la psychothérapie institutionnelle, les théoriciens ont été les initiateurs des soins de la psychose en séparant deux discours de façon distincte, celui de la folie et celui sur la folie. Cette différenciation avait pour intention de libérer les patients du pouvoir aliénant émanant d'une institution totalisante, ayant pour mission d'assurer tous les besoins des malades, et pour certains jusqu'à la fin de leur vie. La différenciation ne prend plus ainsi l'unique voie hiérarchique dominant-dominé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.